l'enfance, Maliko n'est plus lui-même. Il est possédé par l'esprit qui lui confère ainsi tous ses pouvoirs. Un jour, il saura parfaitement se servir de cet atout. Mais en attendant, il se contente parfaitement de son rôle d'épouse des esprits. Moi, je préfère danser comme une femme, parce que je préfère m'habiller et me comporter comme une femme. C'est seulement quand je suis en femme que je me sens à ma place. On est un peu des précurseurs dans cette société. Ce qu'on fait, on peut imaginer que ce sera tout à fait banal dans 3000 ans. Aujourd'hui, on en est toujours à croire que les hommes ne peuvent pas faire comme les femmes et que les femmes ne peuvent pas faire comme les hommes. Mais nous montrons que c'est tout à fait possible. Maliko a découvert et accepté son homosexualité il y a une dizaine d'années. Mais elle n'est pas pour autant facile à vivre. Je ne peux pas m'habiller comme une femme dans la vie quotidienne. Je peux le faire seulement quand je danse pour les nattes. Parce que dans ce cas-là, les gens ne se moquent pas des homosexuels. Si je sortais comme ça tous les jours, les gens se moqueraient de moi. Pour ces hommes, à moitié femmes, devenir Nat Gadao, c'était une évidence. Maliko a trouvé dans son métier le moyen de vivre une personnalité qui le marginalise dans la société birmane. Mamino, son professeur, a bien plus d'expérience, mais autant de difficultés. En fait, je fais attention à ne pas trop parler quand je suis dans les transports en commun. Et quand je sors, que je vais au cinéma, je suis toujours très discret. Comme ça me permet d'éviter qu'on me regarde comme une bête curieuse. Nous, les Nagada, on a beaucoup de sensibilité. On est doué pour la décoration, la couture, le maquillage, la coiffure. Les gens font souvent appel à nous quand ils ont besoin de conseils pour ce genre de choses. De cette manière, ça nous permet d'exercer nos talents et de trouver notre place dans la société. Parce qu'ils sont Nat Gadao, ils ont la possibilité de vivre entre hommes. Ce qui, dans la vie quotidienne, ont fait des exclus, devient tout à coup auréolé de prestige. Ils ont le pouvoir de communiquer avec les nattes, et cela permet tout. Tu penses que ça va m'aller, cette couleur? C'est très bien. Avec ce costume, tu seras aussi belle que Cléopâtre. Le châle, ce n'est pas grave s'il n'est pas exactement de la bonne couleur. On dit en Birmanie qu'on ne choisit pas de devenir Nat Gadao, que ce sont au contraire les esprits qui décident quels vont être leurs intermédiaires sur Terre. Mais il n'y a pas de hasard. Chacun a son histoire. Quand j'étais petit, ma grand-mère me battait. Elle me forçait à porter les vêtements de ma sœur, ou à faire des choses de fille, comme la couture par exemple. Je n'allais pas beaucoup à l'école. J'ai été élevé dans cette ambiance de femme, à faire des choses comme une fille plutôt que comme un garçon. C'est comme ça que ça a commencé. Quelle que soit l'histoire de chacun d'entre eux, après tout, une seule chose est vraiment importante, ce qu'ils font les rend heureux. Ma seule joie, c'est de danser comme une femme. Je suis heureuse quand je danse en public. Ça fait battre mon cœur 2 fois plus vite. Arrêtez un peu, vous me faites rougir. Vous me regardez tous et moi, je suis très timide. Au pied du mont Popa, les esprits sont déjà là.
l'échange de quelques billets, Mamino va révéler à cette femme inquiète ce que les esprits viennent de lui apprendre. Ma fille, vous êtes comme une bougie. Vous éclairez les autres, mais vous mourrez en vous consumant. Vous avez fait beaucoup de bien à vos amis. Mais maintenant qu'ils sont devenus riches, ils vous ont laissé tomber. C'est pas vrai? Oui, oui, c'est vrai. Je vais vous aider. Grâce à mon pouvoir, tous les dangers vont s'éloigner. À la fois médium, comédien et certainement un peu charlatan, Mamino est toujours superstar. Mais c'est pour le bien de ses fidèles, bien sûr. Ils étaient tourmentés, les voilà rassurés quant à leur avenir sur Terre. Kyundo. Posée comme un joyau sur le fleuve, cette île est miraculeuse, dit-on, parce que les inondations l'ont toujours épargnée. Les Shan, l'une des nombreuses ethnies du pays, la considèrent comme un lieu sacré. Ils croient en effet que le roi indien Ashoka, personnage illustre du bouddhisme, aurait édifié ici au IIIe siècle un premier stupa, le plus grand, au milieu de tant d'autres. Parce que, regardez, il y en a 2700 tout autour. Des vestiges plutôt, puisque, dans le passé, il y en avait 7773 au total. Pourquoi autant et tous regroupés en rang serré? Parce que les Shan n'ont qu'un rêve, celui de se retrouver ensemble au moment de leur réincarnation. L'histoire de ce lieu, c'est tout un symbole quand on sait que cette minorité ethnique a toujours revendiqué son identité, a toujours voulu rester maître de son propre destin. D'ailleurs, si le territoire des Shan est aujourd'hui accessible, c'est parce que la paix civile est revenue récemment, ce qui est loin d'être le cas partout au Myanmar. Dans ces montagnes, sur la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande, a lieu une des plus vieilles guérillas du monde. Depuis 50 ans, dissimulés dans la jungle, des rebelles Karen affrontent les soldats de la junte birmane. Les Karen sont une des nombreuses ethnies minoritaires de Birmanie. Autrefois souverains dans leur État, ils sont les premiers à avoir revendiqué leur autonomie. En 1947, le gouvernement birman constitua un État Karen sous contrôle. Mais les rebelles, eux, réclamèrent leur indépendance totale. Depuis, l'Union nationale Karen est en guerre avec le pouvoir central. Elle est la seule grande minorité ethnique à ne pas avoir signé à ce jour d'accord de cessez-le-feu avec Rangoon. Les résistants Karen ont installé des campements dissimulés dans la jungle qui leur servent de base pour défendre leur position. Des maquisards de plus en plus jeunes s'enrôlent dans la guérilla et s'entraînent pour lutter contre les nombreuses offensives de l'armée birmane. Les civils Karen, eux, ont fui la Birmanie dès les années 90. Leurs villages ont été incendiés, leur bétail abattu et leurs récoltes brûlées. Des villes entières furent déplacées.
Les survivants ont été tués, ou au mieux contraints aux travaux forcés, ou encore utilisés comme porteurs par les bataillons de soldats birmans. Des exactions, des viols, des tortures se sont multipliés. Les civils ont dû fuir par milliers. Ils ont pris les chemins de l'exode, de la jungle. Beaucoup perdirent la vie en route, décimés par la faim et les maladies. D'autres furent tués par des soldats birmans ou par des mines croisées en chemin. Depuis, ils n'ont plus jamais eu qu'un objectif, traverser la rivière Pai pour gagner la Thaïlande. Les milliers de réfugiés qui arrivèrent en territoire thaïlandais furent rassemblés dans des camps de fortune. Des organisations humanitaires leur distribuèrent des vivres, des vêtements. Les réfugiés furent contraints de vivre dans la dépendance. Ils n'avaient aucun droit, ils ne pouvaient pas travailler légalement à l'extérieur des camps, ni cultiver cette terre qui n'était pas la leur. Parmi les réfugiés qui traversèrent la rivière, il y eut aussi les Karen au long cou, les Padang ou femmes girafes. Depuis des siècles, ces femmes attisent la curiosité. On les amena même un jour au palais royal de Mandalay pour y être examinées. Elles portent traditionnellement un collier de spirale en laiton, censé les protéger contre les attaques des tigres. Aujourd'hui, elles vivent toujours avec leur peuple, dans ces camps immenses qui regroupent plus de 100 000 personnes et qui continuent d'accueillir de nouveaux réfugiés. Nous venons des environs de Loi Khao, dans l'état Karen. Nous avons dû nous enfuir, traverser tout l'état Karen pour nous réfugier ici, en Thaïlande. Même ici, nous avons été attaqués par les Birmans et nous avons dû changer de campement plusieurs fois. Actuellement, il ne reste qu'une cinquantaine de femmes au long cou dans notre pays. Les militaires birmans leur enlèvent le collier, les violent et veulent détruire notre mode de vie et notre culture. Nous luttons contre eux depuis plus de 40 ans. Les femmes girafes portent des spirales autour de leur cou, mais aussi autour de leurs jambes et de leur taille. Ces spirales sont un symbole qui protège l'âme de leur peuple. Cette coutume a été interdite par décret en Birmanie, mais elle est parfaitement tolérée en Thaïlande. Quand une petite fille a 5 ans, on lui passe une première spirale autour du cou. Certaines petites filles ont déjà la totalité de leurs anneaux, soit 28 dès l'âge de 12 ans. Les Padang sont animistes. Le chaman est celui qui détermine le moment pour une fillette de porter son premier anneau. Ce moment est révélé par des os de poulet. Une Kayane porte son collier toute sa vie. Elle ne survit pas sans ça. Nous ne pouvons l'enlever que pour mettre un autre collier plus haut, pour allonger le cou des fillettes, comme ça. Le collier se démonte comme ça. La singularité de ces femmes n'est pas passée inaperçue. Il y a 15 ans, des agences de voyage ont saisi l'opportunité d'une exploitation touristique qui depuis ne cesse de s'intensifier. Les tours opérateurs ont trouvé un bon filon, l'ethnotourisme. Les femmes girafes sont parquées dans des camps zoos. Pour les photographier, les touristes doivent payer un droit d'entrée. Une grosse partie de cet argent revient au tour opérateur et à la police des frontières.
Quelques miettes sont versées au gouvernement en exil et aux femmes girafes. Il y a 10 ans, la tradition des anneaux périclitait. Mais avec le tourisme, cette tradition est dorénavant plus vivace que jamais. Pour les touristes, ces anneaux qui enserrent leur cou sont une curiosité. Mais pour ces femmes, surtout les plus âgées, ils représentent beaucoup plus. L'identité d'un peuple, même en exil. À ma mort, je voudrais que ce collier et tous ces bracelets retournent dans mon pays. Depuis quelques années, la pression de l'armée thaïlandaise s'intensifie sur les réfugiés. On les incite à regagner la frontière birmane. Seule une petite minorité n'est pas inquiétée, les femmes girafes, qui malgré elles ont su séduire les touristes et faire oublier qu'elles étaient des réfugiés politiques qui ont dû un jour fuir leur village incendié. Et cette forêt que vous venez de voir n'est pas seulement un refuge, c'est aussi officiellement la première ressource du pays en devises. Et le fait est que pratiquement la moitié du Myanmar en est recouverte. Alors vous pensez bien qu'on ne se prive pas de l'exploiter, surtout qu'on y trouve le plus célèbre des bois exotiques, le teck, très à la mode en Europe. Chaque année, 160 000 tonnes de ce bois précieux quittent le pays. Il part d'ici, par exemple. Pas loin d'une tonne, mais quelques hommes suffisent pour faire rouler chaque grume de teck ou de bois de fer dans le fleuve. Un bois qui ne flotte pas et qui doit pourtant être livré à des centaines de kilomètres plus au sud. Alors, les grumes seront amarrées de chaque côté des bateaux et c'est tout un convoi d'immenses et lourds radeaux que le courant acheminera en aval. Regardez, rien qu'ici, il y en a pour des millions. Mais quand on parle de richesse au Myanmar, on pense aussi aux fameuses pierres précieuses extraites à moins de 200 km d'ici. Des pierres d'une rare beauté qui ont fait tourner la tête à plus d'un et suscité tant de convoitises. Car c'est un vrai trésor qu'ils ont sous leurs pieds. C'est une vallée interdite. Une vallée cadenassée depuis la nuit des temps par des hommes qui veulent à tout prix garder leurs secrets. Des hommes qui n'ont qu'une obsession, un rêve, une pierre rouge, d'un rouge si intense qu'on l'appelle sang de pigeon. Un rubis que l'on trouve dans un seul endroit au monde, Mogok. Pendant des semaines, des mois, ils cherchent. Ils remuent des tonnes de terre dans un unique but, trouver des pierres.
Ils étaient paysans comme Zengzo. Ils ont tout quitté dans l'espoir de faire fortune dans la vallée. À Mogok, on rêve tous de la grosse pierre, celle qui nous rendra riches. Mais les puits, c'est comme la loterie. Il faut tomber au bon endroit. Et en plus, on ne peut travailler que 6 mois par an, à cause de la mousson qui noie tout. Tous les terrains appartiennent à la junte militaire au pouvoir qui délivre les autorisations de prospecter. À Mogok, il y a près d'1 millier de mines. Les plus importantes sont exploitées par l'État birman. Certaines sont concédées à des prospecteurs privés qui emploient des ouvriers. Enfin, les moins riches peuvent louer quelques mètres carrés pour y creuser un unique trou. Le gouvernement contrôle tout et prend un pourcentage sur tout. Mongfo, lui, loue un lopin de terre à l'État. J'ai réussi à amasser et à réinvestir un capital de 2500 € dans des puits. Et actuellement, je creuse mon 3e. Depuis toujours, les chasseurs de pierres précieuses considèrent Mogok comme une destination à part. Dans le sous-sol de la vallée, le rubis est partout et on n'hésite pas à araser les montagnes pour en extraire le bayon, ce gravier qui contient la pierre rouge. Les militaires ont modernisé les installations minières, mais eux seuls détiennent les explosifs nécessaires à l'extraction. Au milieu des graviers, émergent les rubis qui sont convoités par les plus grands amateurs de pierres précieuses. Mais pour éviter toute contrebande, même le bayon est mis sous clé. À l'abri des regards indiscrets, toutes les pierres précieuses sont rassemblées par les militaires qui vont soigneusement les trier selon leur valeur. Tous scrutent les pierres à la recherche du rubis sang de pigeon, d'un rouge incomparable, un joyau qui surclasse le diamant le plus pur. Mais en attendant, il s'agit de séparer les rubis des spinels, des pierres qui leur ressemblent étrangement. Un rubis d'un carat, un très beau rubis, à la revente peut atteindre peut-être 10 000 €. Les spinels les plus beaux, 2 ou 3 €. Depuis la découverte des rubis, Mogok est l'objet de toutes les convoitises. D'abord propriété des rois de Birmanie, la vallée passe sous le contrôle des entreprises britanniques à la fin du XIXe siècle. L'Angleterre, attirée par les richesses naturelles, colonise le pays tout entier jusqu'à son indépendance en 1948. Les militaires birmans arrivent au pouvoir en 1962 et mettent le pays sous haute surveillance. Ils s'approprient les richesses, nationalisent les mines et transforment Mogok en coffre-fort. En 1990, tout aurait dû basculer. Aung San Suu Kyi, la fondatrice de la Ligue nationale pour la démocratie, remporte les élections avec 80% des voix. Mais les militaires organisent un coup d'État et assignent Aung San Suu Kyi à résidence. La dictature survit grâce au soutien politique et économique de la Chine. Malgré un prix Nobel de la paix, la dame de Rangoon est privée de liberté depuis 15 ans, comme des milliers de Birmans qui militent pour la démocratie. À Mogok, la seule liberté accordée aux plus pauvres, c'est celle de retourner la terre. On les appelle les Kanessima. Ils sont les héritiers d'un droit ancestral qui les autorise à chercher les fragments de rubis dans la terre déjà lavée par les prospecteurs officiels. Un droit transformé en aumône par la junte. À 8 ans,
Mong Mong U ne va pas à l'école. Tous les jours, il cherche des rubis. Ce ne sont pas mes parents qui m'envoient ici. Je suis venu tout seul. J'arrive à gagner presque 1 euro par semaine. Je le donne à ma mère qui m'en rend un peu comme argent de poche. Wing Wing est étudiante. Le soir, elle vient acheter de petites pierres aux plus pauvres, au Kanesima. Je ne gagne pas beaucoup à la fois, mais cela suffit à payer mes études. Mes parents n'ont pas besoin de m'aider. Les pierres que j'achète ici, je les revends au marché aux pierres. Je n'achète que des petites pierres. J'arrive à avoir 10% de marge et je peux gagner 1 ou 2 dollars par jour. Cela couvre tous mes frais de scolarité. Des marchés aux rubis, il y en a tous les jours à Mogok. On y trouve les pierres les moins belles, celles qui n'intéressent pas les grands joailliers occidentaux et qui seront taillées sur place. Wing Wing propose les siennes sur le marché où vendent seulement les femmes. J'ai bien vendu mes petits rubis. J'ai ensuite racheté des pierres pour 4 dollars. Je les ai revendus 5 dollars. J'ai racheté et revendu. En tout, j'ai gagné 6 dollars aujourd'hui. Trouver le bon filon, c'est l'idée qui hante jour et nuit les habitants de Mogok. Ici, tout le monde tente sa chance. Tout le monde croit au destin et en Birmanie, le destin s'appelle Bouddha. Kyosua est un Birman d'origine népalaise. Il prospecte depuis 3 ans. Kyosua pense que son travail seul ne suffira pas à faire de lui un homme riche. Je me lève tôt le matin pour prier Bouddha. Je médite une vingtaine de minutes. Chaque jour, je fais mes devoirs de bouddhiste, c'est-à-dire que je fais des donations. Si on cherche des rubis, si on exploite une mine, on est obligé de faire des donations à Bouddha pour qu'il nous vienne en aide. Pauvres ou riches, les chercheurs de rubis connaissent tous le chemin de la pagode de Phangdo-U. C'est là que se trouve le trésor de Mogok. C'est là que chaque homme qui creuse dans la vallée nourrit ses espoirs en offrant à Bouddha les plus belles pierres précieuses. Le prix à payer pour s'offrir tous les rêves de liberté. C'est au milieu des pastèques et des fagots de bambou que nous allons à Mandalay, ancienne capitale du pays, jusqu'en 1948. Avec ses 3 millions d'habitants, Mandalay est un centre culturel, religieux et économique des plus importants du Myanmar. C'est notamment ici que l'on trouve les équipements de santé publique les plus performants de la région du Nord. Au cœur d'un bassin de population de 12 millions d'habitants, ces hôpitaux ont bénéficié d'une aide française importante, pilotée par le professeur Alain Patel. C'est le seul soutien médical des Occidentaux. Professeur Patel, vous avez eu un vrai coup de cœur avec la Birmanie, parce que ça fait 25 ans maintenant que vous venez ici. Un grand coup de cœur et un grand coup de sympathie, parce qu'il fallait déjà former les chirurgiens, former le personnel paramédical. Vous savez, il y a 25 ans, on ne sortait pas ici de Mandalay
car l'insécurité régnait dans le pays. Donc il fallait tout faire localement. C'est quand même ici un seul endroit dans le monde où j'ai refusé d'opérer en 80, tellement c'était sale et tellement les équipements étaient mauvais. Donc je me suis dit, je reviendrai et on opérera et on fera ce qu'il y a de meilleur comme technique, ce qui est le cas maintenant. On peut mettre des prothèses de genoux, on peut mettre des prothèses de hanches. Et la semaine prochaine, il y a une équipe française qui vient opérer les déformations de rachis, ce qui était impensable il y a 25 ans. Donc le coup de cœur, c'était ça, c'est tellement sale, ça ne peut pas rester comme ça deviendra propre et on y arrivera. Tout ça, cette structure pour enfants, ça n'existait pas, j'imagine, il y a 25 ans, alors qu'aujourd'hui, on voit des gens heureux, pratiquement des familles réunies. Heureux, un enfant malade n'est jamais heureux, mais enfin, les familles sont là avec les enfants. Il n'y avait pas d'hôpital d'enfants, c'était l'hôpital général qui recevait les enfants. C'était avec une médecin-chef formidable, qui était une pédiatre, qui nous a vraiment touchés et convaincus qu'il fallait faire quelque chose et qu'avec le petit plus qu'on lui donnerait, elle ferait un grand service de néonatologie, qui est celui qui existe avec les infirmières qui ont été formées à l'hôpital Port-Royal à Paris et toutes les couveuses qui viennent également de Port-Royal. Et le fait de travailler avec un pays qui est mis au banc de la communauté internationale, c'est pas gênant parfois? Oh, c'est absolument pas gênant. À partir du moment où la médecine est sans barrière, c'est un pays où, sans entrave, on peut faire absolument l'enseignement nécessaire au traitement et que tout l'équipement arrive sans être ouvert par aucune douane, sans être prélevé par quiconque. C'est absolument, je dirais, un peu honteux que ce pays ne puisse pas bénéficier d'une collaboration massive des pays anglo-saxons. Et très franchement, la population, vous la sentez comment avec ce régime politique dur? Est-ce que c'est une vie de souffrance, vraiment? Pas comme en médecin, on n'a pas à juger quelle que soit la situation politique d'un pays. Le soleil s'est couché, mais la ville grouille encore de monde. Les badauds du marché de nuit vont bientôt croiser ceux qui vont prier bien avant l'aube, car Mandalay est aussi une ville sacrée. Ici, dès 4 heures du matin, les pèlerins affluent au pied d'une statue monumentale de Bouddha. Certains viennent chaque matin, avant leur travail, prier pendant la toilette du Bouddha Mahamuni. Laver, sécher et faire briller cette montagne d'or, c'est une charge hautement honorifique qui ne revient pas à n'importe quel moine. C'est toute la richesse d'un peuple qui l'entretient. Encore un cadeau du fleuve. Le long des berges de l'Eyarwadi, des familles d'orpailleurs scrutent le sable fin en quête de la moindre particule scintillante. Des paillettes souvent, des pépites parfois au fond des tamis. Et au bout du compte, c'est à Mandalay et nulle part ailleurs dans le pays que cet or est acheminé dans les ateliers de la ville pour y être transformé. Dans une cave minuscule et surchauffée, un concert de percussions interprété par des femmes. C'est ici qu'elles fabriquent un papier en bambou, imprégné par leur propre sueur, sur lequel on déposera quelques grammes d'or. À l'étage, dans un vacarme assourdissant, des hommes tapent inlassablement sur des couches d'or, intercalées dans le papier en bambou. La clé de la réussite, le martelage en rythme, 5 heures d'affilée, pour chauffer le précieux minerai et l'aplatir le plus possible. Rendues fines à l'extrême, les feuilles d'or de Mandalay seront alors vendues dans tout le pays, à l'unité ou par paquet de 20 à 50 pièces, pour recouvrir les principaux édifices religieux. Un privilège accordé aux hommes, seuls habilités à approcher et toucher les œuvres sacrées du bouddhisme.
Chaque année, un peu plus d'or, à tel point que la statue aurait épaissi de 40 cm en un siècle, comme si la dévotion des Birmans pouvait se mesurer. Tum, ça va jusqu'où la ferveur des pèlerins? Parce qu'on en a vu là, il y avait énormément de monde. C'est tous les jours comme ça? Tous les jours comme ça, depuis 4 h du matin. Toute la journée c'est comme ça, il y a autant de monde ici. Voilà, les gens viennent de partout dans le pays. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce Bouddha? Mahamuni, ça veut dire quoi? Alors Maha, ça veut dire grand. Muni, ça veut dire la sagesse. Donc si on traduit grand Bouddha ou grande sagesse, etc. Alors je crois qu'il fait partie des quelques très rares Bouddhas qui ont été façonnés du temps du vivant de Bouddha. Oui, il a été fabriqué pendant le Bouddha était encore vivant. Le Bouddha rentre visite le pays des Arkans, spécialement Mraou. Et donc le roi a fait fabriquer cette statue de Bouddha. Donc les gens considéraient que c'est comme un vrai Bouddha, c'est pour ça. Il était à Mraou et le roi de Mandalay a voulu le récupérer. Exactement. Parce qu'il a un vrai pouvoir, ce Bouddha. En fait, signe de la richesse du pays aussi, cette statue de Mahamuni. Et donc les Birmans, bien sûr, ils ont fait la guerre pour avoir cette statue de Bouddha. C'était il y a très longtemps. Et ils ont fait le siège et ils ont récupéré ce Bouddha dans la ville de Mraou, qui est une superbe ville. Exactement. À environ 600-700 km d'ici, en fait. Au sud-ouest de Mandalay. Chouemanta a enfin retrouvé le sourire. Il y a quelque temps, il a acheté une statuette ancienne ornée de Bouddha à un homme qui passait dans sa rue. Mais depuis que l'objet était rentré chez lui, le malheur s'était abattu sur sa maison. J'avais acheté cette statuette pour que la famille puisse la vénérer à la maison. Mais j'ai eu le sentiment qu'il y avait une malédiction sur elle. J'ai connu quelqu'un qui avait trouvé un Bouddha en or sur la montagne. Il l'avait fait fondre pour récupérer l'or et le vendre. L'argent qu'il a eu comme ça, il l'a utilisé pour son bénéfice personnel. Ça lui a porté malheur. Il a eu une mort très douloureuse. On pouvait l'entendre crier comme un chien. Si jamais on trouve des statuettes très anciennes, c'est mieux de les amener au monastère. C'est une ancienne capitale royale. Du 15e au 18e siècle, 48 rois ont régné sur Mraou. Chacun de ces rois a voulu célébrer sa dévotion au Bouddha par une frénésie de construction monumentale. Très isolé du reste de la Birmanie, Mraou et sa centaine de pagodes, de temples et de stupas est comme une perle posée sur un écrin de jungle offerte à Bouddha. Aujourd'hui encore, tous ces monuments dissimulent de précieux trésors. Il y a une dizaine de monastères à Mraou, mais celui-ci n'est pas tout à fait comme les autres. C'est à ce moine que Chouemanta a donné la statuette qu'il avait achetée. La voilà, c'est celle-ci. Chouemanta est quelqu'un de très honnête et de très simple. S'il l'avait voulu, il aurait pu revendre la statuette et en tirer beaucoup d'argent. C'est une pièce qui a beaucoup de valeur. Mais c'est un bon bouddhiste. Il est venu me donner cette pièce ici, dans ce monastère, dans lequel sa famille vient régulièrement. Il voulait que tout le monde puisse vénérer cette statue. Pour moi, c'est quelqu'un de formidable. Je l'apprécie beaucoup. Si ce monastère n'est pas tout à fait comme les autres,
C'est parce que le moine a constitué ce qui est probablement la plus belle collection d'art ancien arakanais. Et le plus surprenant, c'est que ça n'a pas été très difficile. Des statuettes anciennes de cette valeur, on en trouve beaucoup à Mraou. Ces Bouddhas ont été trouvés par des femmes qui cherchaient des plantes dans la forêt. Elles creusaient la terre, et voilà. Mais elles n'ont pas osé prendre les statuettes, elles ont eu peur d'être accusées de trafic et d'être arrêtées. Finalement, un monsieur a fini par les trouver par hasard, et il me les a ramenées. Partout dans les ruelles, il y a des stupas. Ce sont des monuments religieux en forme de dôme construits pour abriter une relique bouddhiste, une statuette ou un objet précieux. Mais c'est seulement si l'édifice s'écroule qu'on peut les trouver. Après de nombreuses années passées au service du gouvernement comme fonctionnaire, Jvemanta est devenu peintre. Ce sont les objets religieux, éparpillés partout dans Mraou, qui l'inspirent. C'est d'ailleurs aussi pour la peindre qu'il avait acheté la statuette porte-malheur. Beaucoup d'histoires de malédiction tournent autour des objets religieux anciens. Ceux qui ont fait construire les stupas ont fait un vœu. Si le stupa est détruit, il faut le faire reconstruire. Mais si on s'approprie les objets placés à l'intérieur, alors ça porte malheur. Situé dans le golfe du Bengale et séparé du reste du pays par la chaîne de l'Arakan, depuis des siècles, Mraou était resté complètement isolé. C'est aussi sans doute une des raisons pour lesquelles le site est toujours aussi magique. Cet isolement est en train de se rompre. Les moyens de transport se sont beaucoup développés en Arakan. C'est à cause des monuments religieux. C'est parce que le gouvernement considère que c'est un site important que des routes ont été construites. Ainsi, les gens peuvent venir à Mraou en pèlerinage. Si des routes existent maintenant, c'est grâce au gouvernement et aux généraux qui dirigent notre pays. Les habitants d'un village des environs de Mraou se rassemblent au sommet d'une colline. Il n'y a aucun étranger. La route qui mène à cet endroit leur est interdite. Comme la plupart des routes birmanes, soit en raison de la présence de rebelles indépendantistes, soit parce qu'elles sont en cours de construction par des ouvriers, parfois requis de force. Ce matin-là, cet homme était encore le ministre de la Culture. Il était venu inaugurer la rénovation de la couronne d'un stupa. Les généraux qui dirigent la Birmanie rêvent de faire rentrer les devises, grâce aux touristes notamment. Et Mraou ferait sans doute une étape facilement vendable. Impossible de connaître les intentions du gouvernement quant à l'avenir de Mraou. En Birmanie, les généraux ne parlent pas aux journalistes. Mais la réalité de Mraou, ce n'est pas celle des cérémonies officielles. Le ministre va vite rentrer à Rangoon et Mraou
va retrouver sa tranquillité. Si Mraou est toujours si vivante, si les pagodes sont toujours debout, ce n'est pas en raison des efforts du gouvernement. Parce qu'ils vivent aussi au milieu des temples, les moines veillent sur les édifices et les entretiennent. Le charme de Mraou, c'est que bien des collines abritent encore et encore d'autres pagodes. Le passé de cette cité est toujours très présent, parce que les monuments sont encore debout. Mais mon sentiment, c'est que toutes ces pierres, ces statues, sont encore vivantes, parce que les gens sont au milieu, qu'ils vivent parmi elles. Et voilà ce qui fait qu'elle ensorcelle. Depuis toujours, Mraou bénéficie d'une double protection. Mêlés les uns aux autres, sa population et ses moines ont réussi à la conserver. Chitong est le temple auquel les habitants de Mraou se rendent le plus souvent, depuis le XVIe siècle. Ces galeries étroites contiennent des chefs-d'œuvre sculptés. Ces femmes sont venues réciter des prières, mais leur mission va bien au-delà. Leurs litanies sont destinées à protéger la Birmanie entière, et c'est l'armée qui en a décidé ainsi. En fait, elles sont les épouses des militaires de la région. Accusée d'avoir recours aux travaux forcés, la junte est désormais sous le coup de sanctions économiques décidées par les États-Unis. Depuis, les militaires ont demandé aux Birmans de prier pour le salut de leur pays, et leurs femmes donnent l'exemple. On pourrait faire une autre prière pour Mraou, que son peuple puisse y vivre en paix, à l'écart des problèmes de la Birmanie. Kilomètres depuis notre point de départ, nous venons d'arriver à Bagan, et là, ça dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Jusqu'à l'horizon, quelle que soit la direction, et sur plus de 40 km², il n'y a que des temples, près de 3000, dont certains seulement sont ouverts au public. Vous connaissez l'équivalent ailleurs? Et encore, on sait qu'il y en avait environ 10 000 il y a 1 millier d'années. Alors vous comprendrez qu'ici, on honore cette ancienne cité royale du titre de 8e merveille du monde. Kozo, pourquoi ce temple qui est réellement magnifique est-il un des lieux que tu préfères ici à Bagan? Ce temple date du XIIe siècle, de 1183. C'est un des plus beaux temples construits au XIIe siècle. Les décorations en stuc à l'extérieur et les plaques de terre cuite émaillées sont très jolies. D'ici, si on prend une photo de ce temple, il est très beau et bien proportionné. Ce temple s'appelle Sulamuni. Et tous ces temples, c'était son quartier. C'est ici notamment que Kozo venait jouer avec ses copains, faire du vélo, courir, grimper sur les murs, dessiner en s'inspirant des fresques à l'intérieur. Le temps et un événement majeur n'ont pas effacé ses souvenirs d'enfance. Et puis un jour, en 1990, comme toutes les familles de Bagan, il a fallu quitter les lieux, déménager pour aller dans un autre endroit. Il fallait laisser la cité aux touristes. Qu'est-ce que tu as ressenti?
C'est la région où je suis né. En 1990, le gouvernement a décidé de protéger ce site archéologique. Ensuite, le gouvernement nous a demandé de déménager dans le nouveau Bagan. C'est là-bas qu'il a donné les nouveaux terrains pour nous. De cette manière, nous avons déménagé de l'ancienne à la nouvelle ville. Beaucoup de rancœur, mais pas question d'en parler ici, à Bagan. Ce déménagement imposé ne s'est pas fait sans douleur, malgré les apparences, encore une fois. Bagan, où la population du pays reprend ses droits, se réapproprie les lieux, mais quelques jours par an seulement, le temps d'une pleine lune. Ils sont des centaines, des milliers peut-être, venus de toute la région. Certains, comme Hussein, ont mis plus d'une journée pour arriver. Leur voyage s'arrête ici, au pied du temple d'Ananda. C'est l'un des plus grands de la plaine de Bagan, l'un des plus beaux aussi, avec son toit doré. Tous viennent fêter le Bouddha d'Ananda, et c'est ainsi chaque année, à l'occasion de la pleine lune du mois de janvier. Hussein et les siens ont fait comme les autres. Ils sont venus avec leur charrette à bœufs et se sont installés où ils ont pu, tout près du temple. Depuis l'époque de nos ancêtres, la famille vient ici chaque année. Nous venons pour faire des dons et pour gagner des mérites, pour faire exaucer nos vœux. Nous faisons des offrandes aux moines et les moines, eux, prient le Bouddha pour nous. Chaque année, même s'il y a beaucoup de travail dans les champs, tous les gens de notre village viennent ici. Ceux qui n'ont pas de charrette viennent en camion et même parfois à pied s'ils n'ont pas d'argent. Quand je suis ici, je prie chaque jour pour que mes vœux se réalisent. C'est important. Jusqu'à la fin de ma vie, je viendrai à la fête d'Ananda et mes rêves vont se réaliser. Moi, je voudrais que mes enfants deviennent riches et restent en bonne santé. C'est tout ce que je veux. Dès leur arrivée, Hussein, sa femme et leurs 5 enfants vont prier. Ils le font devant le Bouddha de la porte sud. Cette statue est la plus ancienne du temple. Elle date du XIIIe siècle. Mais la fête d'Ananda, chaque année en ce mois de janvier, c'est surtout un immense marché. Les commerçants se sont installés en plein site historique, au milieu des temples. On trouve de tout ici, tout ce qu'il n'y a pas chez soi, dans les villages ou les montagnes des environs. Tu vois, c'est de la qualité. Et puis, je peux te faire un prix. La fête d'Ananda, c'est surtout l'occasion de voir autre chose, des gens et des objets venus d'ailleurs. Chaque année, pendant un mois, on y trouve par exemple la seule salle de cinéma de la région. Sous une immense tente de bois et de tissu, c'est un peu de rêve offert aux visiteurs. Plus prisé encore, le studio photo. Certains l'appellent le palais des merveilles. Ceux qui entrent ici vont se transformer.
Simples paysans, épiciers ou fonctionnaires, par la grâce d'un costume ou d'une couronne, ils deviennent pour toujours des princes ou des princesses. Chaque année, nous faisons faire des photos de nos enfants. Ils sont contents et pour nous, c'est important d'avoir ces photos. En plus, ce sont de très belles photos. Le grand moment est enfin arrivé. Ce soir à Bagan, la lune est pleine. Et ceux qui ont honoré le Bouddha verront peut-être leurs vœux exaucés. Un petit matin pas tout à fait comme les autres. Ce jour qui se lève est celui des offrandes aux moines. Celles-ci doivent accompagner les prières au Bouddha. Dans chaque tente du campement, tous les membres de chaque famille se sont cotisés. Un bol à aumône a même été acheté pour l'occasion et sera bientôt apporté aux moines. Nous avons mis du riz autant que nous pouvons. Chacun a ensuite donné 1000 tiats. Ça fait 20 centimes d'euros. Nous faisons ces dons pour pouvoir nous retrouver dans une prochaine vie. Car vous savez, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est grâce aux dons que nous avons faits dans nos vies antérieures. Maintenant, nous souhaitons gagner de l'argent, avoir la santé et nous retrouver dans les vies futures, jusqu'à ce que nous atteignions le nirvana. Du riz, des fruits, de l'argent. Pour certains, c'est peu de choses. Pour d'autres, c'est un véritable sacrifice. Les moines bouddhistes vivent de ces dons et chaque fidèle se doit d'y participer. Ils sont venus de tous les monastères de la région. Anciens ou novices, ils viennent chercher leur obol. Les prières qu'ils diront, la sagesse qu'ils vont tirer de l'enseignement du Bouddha rejailliront, c'est sûr, sur les donateurs et leur permettront peut-être d'atteindre le nirvana. La fête se termine. Il est temps de rentrer, de prendre la piste et pour Utseng, de regagner son village. Cette année encore, nous sommes heureux d'être venus à la fête. Si nous ne pouvions pas venir, les choses n'iraient pas et ce ne serait pas bon pour l'avenir de nos enfants. Les gens très pauvres ne peuvent pas faire ce voyage et c'est vraiment très triste. Mais les autres doivent tout faire pour honorer Ananda, faire des offrandes et pour que leurs vœux se réalisent.
Raoult, Bagan, rien que des cités royales, mais c'était il y a bien longtemps, avant le 19e siècle. Aujourd'hui, ces anciennes capitales ne sont plus que des métropoles régionales ou encore des sites historiques. Aujourd'hui, ces anciens royaumes ne sont plus que les régions d'un seul pays sous l'autorité d'un seul pouvoir. Ce qui n'empêche pas les populations d'origine ethnique différente de s'accrocher à leur territoire. C'est le cas par exemple à 300 km environ, plus à l'est sur le lac Inle, où les Inda n'ont ni voulu ni eu besoin de couper leurs racines. Il est calme, comme tous les lacs, doré au matin, frissonnant sous le léger vent des montagnes Karen à l'ouest de la Birmanie. Calme, mais poissonneux, à tel point qu'un peuple a pu en vivre pendant des siècles sans avoir besoin de la terre. Vivant de ses eaux, sur ses eaux, y naissant et y pourrissant comme les carpes ou les mouettes. Un peuple à part, aux gestes étranges, comme cette curieuse façon de ramer. Le fond du lac est plat, peu profond, plein de hautes herbes. Les eaux libres sont rares, le maniement du filet difficile. Alors les pêcheurs chassent, guettent les bulles qui trahissent le poisson caché sous la végétation et enfoncent leur curieux panier. Le harpon repousse les poissons dans le filet qu'entoure la cloche d'osier. Bredouille, le pêcheur continue plus loin, avec la même méthode, sans savoir exactement ce qu'il y a sous la surface. Depuis des dizaines de générations, lui et ses pairs scrutent ses eaux et guettent les bulles. Je pêche des carpes et des anguilles. Pourquoi n'utilisez-vous pas un filet normal? Là-bas, ils en ont un. C'est plus compliqué et cela coûte plus cher. Peut-être qu'ils ont de meilleures prises. C'est avec la pêche que vous gagnez votre vie? Avec la pêche et avec les plantations. Le marché côtoie des temples qui sont construits pour une fois sur la terre ferme. Mais c'est un marché tournant, qui change de village chaque jour pour que tous les habitants du lac soient à même enseigne. Et ils viennent nombreux et de loin. Le lac mesure plus de 30 km de long et 50 autres hameaux le bordent. Nous, on achète le poisson aux pêcheurs, on est marchands. Vous êtes satisfait de la marchandise? Ça dépend des saisons. Quelquefois, on ne sait plus quoi en faire. Mais en ce moment, il n'y a rien. Le poisson devient rare. Il n'y en a pas assez en ce moment. On est en saison sèche. Ce marché où sont vendus les produits du lac est plein de légumes, de fruits. Les barques, chargées de fraises, de fleurs, de tomates, tous beaux, goûteux, bien qu'un peu plus petits qu'à l'habitude. C'est que les 160 000 habitants qui vivent sur ces eaux, au-delà de ce drôle de mouvement du pied qui leur est propre comme un étendard ou un signe de reconnaissance, ces habitants ont fait d'autres trouvailles directement liées à leur isolement aquatique. Ils savent comment cultiver les flots, ou plutôt, comment faire flotter la terre nourricière. Ici, la terre, on la découpe sur les bords du lac, comme un tapis. Ces gens se taillent leurs champs au gré de leur volonté ou de leur argent, car ils paient une redevance à l'État.
Ils tracent des lanières, de longues bandes de terrain. Ils coupent d'abord verticalement pour délimiter les périmètres, puis horizontalement en faisant travailler cette scie au fond du lac afin de séparer le jardin du sol. En fait, il ne s'agit pas de terre, mais d'herbe, un épais tapis d'herbe qui tiennent encore au fond du lac par leurs racines. Ça, c'est notre manière traditionnelle de travailler. Mais on est obligé d'arrêter parce qu'il faut préserver le lac. S'il y a trop de jardin, il va mourir. Maintenant, si on veut augmenter la surface que nous cultivons, nous devons racheter ceux qui ne sont plus exploités. Ces champs flottants, ces dizaines d'hectares de jardins d'herbe, sont d'abord arasés, puis chargés de vases, enfin amarrés aux abords des villages. Chaque année, avant les plantations, il faut aller chercher la terre qui est tombée au fond du lac et la réinstaller sur ces jardins. Ça dure combien de temps un jardin comme celui-là? Celui-là a 7 ans. Mais si les conditions sont bonnes, si les végétaux ont été bien choisis, cela peut durer jusqu'à 30 ans. Celui-là, je ne l'ai pas découpé moi-même. Je l'ai acheté. Avant le piquage des nouveaux plants de tomates, la vase a été recouverte d'herbe, encore et toujours de l'herbe venue du fond du lac, pour servir cette fois d'engrais. C'est plus facile que de planter en pleine terre? Comme l'eau est très proche des plantes, ça pousse mieux. Mais c'est plus difficile à travailler car on ne peut pas se servir de machine, il faut tout faire à la main. Et à part ça, c'est pareil. Oui, mais cela pousse vraiment beaucoup mieux. Les jardins flottants qui quelquefois partent à la dérive servent aussi de cimetière. On y glisse, paraît-il, les défunts. Où sont les cimetières? Ils sont très loin, parce que l'eau qui baigne les corps en putréfaction pourrait salir celle dont nous nous servons pour le village. Nous n'y allons que pour les enterrements, sinon notre village serait ensorcelé. Les habitants du lac dorment donc dans ces dernières demeures sous-marines. Encore une fois près des bulles, sous le regard des oiseaux, leurs oiseaux, des milliers de cormorans et d'aigrettes qui peuplent les buissons et disputent les poissons aux humains. Un peuple à part, dont les fragiles villages craignent moins les tempêtes que les diables. Un peuple à part qui, depuis son arrivée au XVIIIe siècle, tient toutes ses eaux dormantes. Il se nomme le peuple Inta, ce qui peut se traduire par fils du lac. Il aurait depuis longtemps disparu s'il n'avait trouvé refuge dans les flots, dans ses eaux. Tout vient d'elle, tout va vers elle. C'est pour elle encore que ces femmes touchent terre, font quelques mètres sur la berge, pour un puits, où elle est plus pure. Ce jour-là, le village est en fête. 2 jeunes garçons ont revêtu leurs habits de parade avant de rentrer au monastère. Dès le lever du jour, la source d'eau chaude est pleine. Les femmes s'y ébattent avant de préparer les réjouissances. Elles se baignent seules, alors que pour tous les autres actes de la vie, mari et femme forment des couples très étroits. Nous nous occupons de la cuisine, de toute la nourriture, des plantations sur les jardins flottants, mais aussi de gros travaux, comme la reconstruction des terrasses sur le flanc de la montagne. Et puis, après le travail, nous faisons la lessive. Vous avez choisi librement votre mari? Nous épousons qui nous voulons. Et vous pourriez le quitter ou vous pourriez divorcer? Oui, nous pouvons divorcer. Vous êtes heureuse en ménage?
Oui, plutôt heureuse, ça va bien. Elles sont libres et fières, les femmes du lac. Libres comme leurs enfants. C'est eux qui s'occupent des animaux. Des buffles d'eau, bien sûr, qui barbotent dans les jacinthes et les herbes. Eux qui tiennent les maisons, ils nagent et naviguent presque depuis leur naissance et apprennent cette curieuse existence qui tient du nénuphar et de la libellule. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Pêcheur comme ton père? Non, moi je veux être docteur. Et quels sont tes jeux? On nage. Le peuple du lac est aussi calme que ses eaux. Le temps va moins vite qu'ailleurs, même que l'on semble quelquefois s'ennuyer un brin dans sa quiétude. Les bonzes, ils sont nombreux puisqu'il y a un monastère dans chaque village, tentent des paris impossibles pour qu'ils passent plus vite. Le prédécesseur de celui-ci a entrepris de dresser des chats. Pourquoi pas? Le bonze avait le temps, il a réussi, et depuis la tradition s'est perpétuée. Tiens. Tiens. Saute. Tiens. 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 Ok. Tiens. Ready? Tiens. 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 Oh. Tiens. 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 Oh. Tiens. C'est très difficile de leur apprendre. Quelquefois, on nous amène des chats pour les dresser. On essaye, mais ça ne marche pas. C'est plus difficile qu'avec tous les autres animaux, les chiens ou même les éléphants. Rien ne bouge, rien ne change. Les moines prient, les chats sautent, et les pêcheurs jouent toujours avec leur drôle de cône en osier. C'est comme ça depuis des siècles. Ça continue encore aujourd'hui. « 750 km par le fleuve depuis Bagan et nous voici pratiquement au terme de notre périple, à une centaine de kilomètres seulement de la mer, dans le delta de l'Eyarwady, sur l'un de ses principaux bras. Cette ville, c'est Paten et c'est pratiquement toute l'histoire économique du sud du Myanmar qui s'est écrite ici. Étape incontournable et convoitée du commerce entre l'Inde et l'Asie par le passé, Paten reste aujourd'hui le port le plus important de ce delta. On y retrouve tout ce qui se vend, tout ce qui s'achète le long du fleuve, mais surtout le riz. Sur la berge, ce sont des femmes et des adolescents qui déchargent les bateaux. Des sacs de riz de 50 à 70 kilos. Direction l'entrepôt. Ici, c'est une vieille machine à vapeur qui donne le rythme, mais qui assourdit, engourdit les esprits et fait ruisseler les corps. Il est midi, le thermomètre indique 43 degrés.
Si le Myanmar est le 6e producteur mondial de riz, il le doit en partie à cette région capable de nourrir tout le pays. C'est ici, à Paten, que les récoltes arrivent par bateau des rizières alentours. C'est ici, par cette chaleur époustouflante, que ce riz est décortiqué, conditionné pour la consommation. Et chaque jour, ce sont 1200 à 1500 tonnes de ce riz qui sont acheminées vers la capitale, Yangon, de l'autre côté de ce delta, large de 250 km. Mais la vie, ici, est aussi tournée vers la mer. 3 heures du matin, dans la banlieue de Yangon, le marché aux poissons bat son plein. Les hangars sont immenses, mais trop petits tout de même pour abriter les personnes qui viennent ici chaque nuit. Simples particuliers, pêcheurs ou restaurateurs, ils sont des milliers. Les acheteurs viennent de toutes les provinces du pays. Les marailleurs, eux, sont tous des notables de la capitale birmane. Parmi ces hommes, assis en tailleur dominant la foule, on trouve quelques-unes des plus belles fortunes de la ville. Chaque nuit, ils achètent et revendent plusieurs centaines de tonnes de poissons. Cette manne vient du sud du pays, d'une des régions les plus riches de la Birmanie, la province du Delta. À 200 km de là, presque à la même heure, la journée commence. Dans les environs, il y a une dizaine d'usines comme la nôtre. Certaines sont même plus grandes. Nous pouvons sortir 200 blocs de glace par jour. D'autres en font jusqu'à 500. Ça dépend de la saison et de la quantité de poisson qui est pêché. La glace est très important ici. Quand plusieurs fabriques de glace sont en panne, c'est une véritable catastrophe. Je dois faire attention, car sur le fleuve, le courant est très fort. Le matin, il y a beaucoup de bateaux de pêche. Ils viennent de la mer et remontent le fleuve. Il y en a partout, et je dois bien naviguer. Des bateaux partout, pirogues, barques ou chalutiers, armés pour la pêche ou le transport. Des embarcations qui semblent ne jamais s'arrêter. Au mouillage ou à quai, elles repartiront bientôt, sillonnant le fleuve de long en large. La glace est livrée, il ne reste plus qu'à la piler, en attendant le poisson qu'amèneront bientôt d'autres bateaux. Les premiers sont déjà là. La mer leur a livré son butin. Nous venons de passer 15 jours en mer. Nous avons pris des crevettes et des poissons au large. En rentrant, nous avons aussi racheté du poisson séché à d'autres pêcheurs qui vivent là-bas, près de l'embouchure. Des tonnes et des tonnes de petits poissons et de crevettes. L'embouchure de l'Eyarwady est l'une des zones les plus poissonneuses du monde. Elle est donc aussi l'une des plus pêchées. La cargaison a passé plusieurs jours sur le pont du navire. Il faut maintenant la mettre à sécher. Hommes et femmes, tout le monde y participe. Monsieur Sosan n'est qu'un petit collecteur installé le long du fleuve, mais son entreprise emploie plus d'une centaine de personnes.
Nous travaillons en mer avec nos propres bateaux. J'en ai 4. Cette année, nous devrions faire plus de 1000 grands sacs de poissons séchés. Ça fait environ une centaine de tonnes de poissons frais. Nos bateaux font sans cesse les allers-retours. Quand l'un est plein, il rentre à terre, nous déchargeons. Il reste ici 2 jours. Ensuite, il repart avec les provisions et le carburant pour les pêcheurs qui sont restés en mer. Ensuite, un autre revient ici et tout recommence. Les quantités pêchées baissent d'année en année, mais le filon n'est pas encore épuisé. L'Eyarwady est un fleuve béni des dieux. Chaque jour, les bateaux prélèvent dans son embouchure cette pêche miraculeuse. Mais c'est le fleuve aussi qui arrose les rizières et les champs. C'est lui qui nourrit tous les habitants de cette région. Madame Makin et ses enfants sont installés tout au bord de l'Eyarwady, mais tous sont paysans. Dans la famille, nul n'a jamais été pêcheur. Mais c'est bien le fleuve qui inonde leurs terres et les nourrit. Avec mes enfants, nous cultivons du riz. Nous avons 10 hectares. Je fais des fleurs aussi. Mes enfants m'aident beaucoup. Ils ramassent le riz ou cueillent les fleurs avec moi. Ensuite, ils prennent la barque et tous les soirs à minuit, ils emmènent la récolte en ville pour la vendre au marché. Madame Makin a 4 enfants, 3 garçons et une fille. Ici, dit-elle, ils sont heureux, très heureux. Mais 2 de ses fils rêvent de trouver un autre travail et l'un d'entre eux parle déjà de partir, d'aller à Yangon ou plus loin encore. Sa mère n'a jamais quitté le delta, mais elle ne veut pas le décourager. Elle sait simplement, elle, qu'ailleurs, loin du fleuve, la vie n'est sûrement pas plus belle. Dans notre région, celui qui a un bout de terrain peut s'en sortir. Tout pousse sur cette terre. Ensuite, il suffit de prendre la barque et d'aller à Phiapone. Là, il y a le marché. On y trouve de tout. On peut tout acheter et tout vendre. La vie ici, vous savez, est assez agréable. À quelques coups de rame de là, Phiapone, une petite ville au cœur du delta. Sur la rive opposée, une route conduit bien à Yangon, la capitale, mais elle est en très mauvais état et loin d'être refaite. Phiapone, sa région et son marché, c'est donc un monde à part, un petit paradis sans voiture, loin des grandes villes et de leur modernité. « 20 heures, les dernières pirogues regagnent leur ponton. La journée s'achève sur le delta. C'est aussi l'heure du départ du ferry. Chaque soir, il quitte Phiapone, direction Yangon. Chargé de nombreux passagers, mais surtout de dizaines de tonnes de marchandises. Des fruits, des légumes, mais surtout du riz et du poisson, les trésors du delta. D'une traversée tranquille et c'est l'arrivée à Yangon. D'autres bateaux sont déjà à quai, venus des autres villes du delta. Certains viennent à l'arrivée du bateau pour récupérer des marchandises, d'autres pour retrouver un proche, un frère ou un cousin.
D'autres enfin viennent chercher du courrier, des nouvelles du village. Là-bas, plus loin sur le fleuve, ils ont laissé la famille. Ici, ils ont trouvé un travail. Ils sont chauffeurs de taxi ou porteurs. Ici, c'est un autre pays. Après avoir traversé le Myanmar du nord au sud, tout au long de l'Eyarwady, vous vous doutez bien que nous n'avons pu évoquer tous les aspects de ce pays et de la vie des Birmans. C'est pourquoi nous avons quitté les berges de ce fleuve magnifique pour vous offrir une dernière image insolite et peut-être symbolique, celle de ce rocher d'or posé en équilibre fragile à 1000 mètres. Ce rocher ne tient qu'à un cheveu, oui, mais un cheveu de Bouddha, ce qui l'empêcherait de basculer dans le vide. C'est pour cela qu'il rassemble autant de pèlerins les soirs de pleine lune, lorsqu'il brille comme une étoile au-dessus du pays, lorsque toutes les prières s'élèvent. Et dans ces prières, les mots, les espoirs les plus secrets ont sans doute des Birmans. Ainsi, notre route s'arrête là où leur rêve commence. Très bonne soirée et à bientôt.